Petits enfants du siècle. Un petit chef-d'œuvre d'à peine 150 pages. Josiane, qui est appelée Jo dans le roman, elle est née de 11 enfants. Elle vit dans une cité HLM de la proche banlieue est parisienne, à Bagnolet, et je vais vous en livrer de larges extraits. Je suis né des allocations et d'un jour férié, dont la matinée s'étirait bien heureuse au son de « Je t'aime, tu m'aimes » joué à la trompette douce. C'était le début de l'hiver, il faisait bon dans le lit, rien ne pressait. À la mi-juillet, mes parents se présentèrent à l'hôpital. Ma mère avait les douleurs. On l'examina et on lui dit que ce n'était pas encore le moment. Ma mère insista qu'elle avait les douleurs. Il s'en fallait de 15 bons jours, dit l'infirmière. « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas déclarer tout de même la naissance maintenant ?» demanda mon père. « Et on déclarerait quoi ?» dit l'infirmière. « Une fille, un garçon ou un veau ?» Nous fûmes renvoyés sèchement. « Zut !» dit mon père, « c'est pas de veine, à 15 jours on loupe la prime. » Il regarda le ventre de sa femme avec rancœur. On n'y pouvait rien. On rentra en métro, il y avait des balles, mais on ne pouvait pas danser. Je naquis le 2 août. C'était ma date correcte puisque je résultais du pont de la Toussaint. Mais l'impression demeura que j'étais lambine. En plus, j'avais fait louper les vacances en retenant mes parents à Paris pendant la fermeture de l'usine. Je ne faisais pas les choses comme il faut. J'étais pourtant dans l'ensemble en avance. Patrick avait à peine pris ma place dans mon berceau que je me montrais capable, en m'accrochant, de quitter la pièce où il se mettait à brailler. Au fond, je peux bien dire que c'est Patrick qui m'a appris à marcher. Quelques années passent. À ce moment-là, je pouvais déjà rendre pas mal de services. Aller au pain, pousser les jumeaux dans leur double landau, le long des blocs, pour qu'ils prennent l'air, et avoir l'œil sur Patrick, qui était en avance lui aussi. Malheureusement, il n'avait pas 3 ans quand il a mis un chaton dans la machine à laver. Cette fois-là, tout de même, papa lui enfila une bonne. La machine n'était même pas finie de payer. Je posai le plat et sautai sur Chantal. La mère s'élança au secours de son enfant. La tante essaya de m'empoigner. Nicolas mordit Chantal au mollet, et pas pour rire, d'après le cri qu'elle poussa. Et après, c'est la mère qui s'étala en entraînant le sèche-assiette. On ramassa les morceaux du grand plat. J'étais ravi qu'il soit cassé, et pas par moi. Et bref, ce fut un dimanche comme les autres. Maintenant, ils sont en vacances. En tout cas, on se repose. Et puis, il y a de l'air, disait-il, pour les enfants. Je ne me souvenais pas d'avoir manqué d'air à la cité. En tout cas, pas au point de me faire chier tellement pour aller en chercher ailleurs. On avait mis partout des pelouses régulières, entourées de grillages pour que les mômes n'y cavalent pas. On avait planté de jeunes arbres également dans des grilles pour que les mômes ne les massacrent pas. Comme ça leur faisait un espace vert, qu'ils le veuillent ou non. Ce que je me demande, c'est pourquoi on ne fout pas plutôt les mômes dans les grillages et les arbres en liberté autour. Au crépuscule, au lieu des coyotes, hurlaient les speakers pour nous dire comment avoir tous les dents blanches et des cheveux qui brillent, comment être tous beaux, propres, bien portants et heureux. Moi, le bonheur, ça me tue. Ça m'énervait d'attendre un autre bébé et je me demandais quel genre de cloche ça allait encore être. Et de quelle manière il allait s'y prendre, celui-là, pour m'emmerder. Sans parler des couches qui étaient courues d'avance. Car avec tout le progrès, on n'en est pas encore arrivé à faire des enfants qui chient pas. 1972, l'étrange et fantasque roman Archaos, ou Le jardin étincelant. Dans ce roman intemporel et truculent, on est encore entre Rabelais et Vian, qui nous emmène au pays du roi Avatar et de la reine Avani. Le langage est déstructuré, ou plutôt restructuré à l'envi. Il promit aux savants de les tous mourir faire s'ils plus vite n'allaient. Rebouteux. Mes médecins me, d'ici peu, vont l'élixir qui, ma descendance défunte, compensera délivrée. Mais d'autant plus, si je dois vivre toujours de ne dormir jamais pouvoir, m'inquiétais-je. Or, pour un tel souci trop haut, sont mes philosophes juchés et pas le temps, non. Rassurez-vous, tout le livre n'est pas de cet acabit. C'est juste quelques phrases par-ci par-là.
Dans ce monde utopique, donc, tout est gratuit et du coup tout est modifié. Un phénomène tout à fait imprévu arrangea grandement les choses. Quantité de métiers jadis nécessaires, croyait-on, tels geôlier, exempt, vérificateur, releveur, vérificateur de releveur, juge, avocat, greffier, comptable, prêteur, bourreau, laquais, etc., tombèrent en désuétude, sans même qu'on s'en aperçût, démontrant leur superfluité et libérant des énergies fraîches pour des tâches plus utiles comme la pêche à la ligne, la cueillette des simples, la vannerie. Les tuniques se bariolèrent, les murs se couvrirent de fresques, et chacun avait une flûte au moins. Le pouvoir n'a de réalité que le crédit qu'on lui fait, dit le conseiller analogue. Christiane Rochefort revient à l'enfance, l'un des grands thèmes rochefortiens, en 1975 avec « Encore heureux qu'on va vers l'été ». Une épidémie spontanée de fugue, un exode général des enfants dans tout le pays. Rêve. 25 gosses dans les 12-13 marchent dans les champs. Éviter les routes, les agglomérations. Mais non, ils seront sûrs qu'on est en sortie officielle. On mettra des foulards scouts. Génial. On chantera colchique dans les prés quand on verra les flics. Merde, j'ai oublié les paroles. Ça fait rien, on en fera d'autres. On disparaît. On disparaîtrait. On se fondrait dans l'air, dans l'herbe, dans l'eau, dans les bois, dans la mer, dans la mer. On prendra le maquis. On vivrait dans les arbres, on redeviendrait des singes. On remontera d'où on descend, on n'en redescendra plus. La porte du fond, Grasset, 1988. Terrible et autobiographique, car dans cet ouvrage qu'elle nomme roman, mais qui est écrit à la première personne, elle révèle l'inceste dont elle fut victime plusieurs années durant, de la part de son propre père, ce salaud. Papa était une ordure. Je n'ai plus de mère, je l'ai effacée. De longues années encore, je l'ai aimée assez, en tout cas assez pour être hors d'état de la tuer de mes mains. Il m'avait dit, si ta mère le sait, elle se jettera par la fenêtre. Je songeais à tâter de la confession, peut-être que ça soulage. Ces gens sont là exprès, ils sont dans le noir et supposés ne pas cafeter. Dans le fond, c'est bien conçu. Donc j'entre dans la boîte et si vous n'êtes pas au courant, le premier mot à dire c'est « mon père ». Merde. Le deuxième, « pardonnez-moi ». Et de quoi, s'il vous plaît? Le suivant, « j'ai péché ». Ça va pas, non? Et enfin, « c'est ma faute ». Ah, c'est le bouquet. Alors j'ai glissé discrètement de là et le mec n'a pas entendu un son. Le truc n'était pas pour moi. Le malheur n'est pas le sexe, et non plus l'inceste. Le malheur, c'est le patron. Je vois le mal partout. D'accord, je suis un rien méfiante, et on pourrait dire parano, un peu schizo, et pas mal cyclo. Mais qui sort de là avec toutes ces plumes? Et essayez donc un peu la traversée, vous verrez dans quel état vous serez si vous arrivez de l'autre côté vivant. Peut-être passerez-vous le reste de votre vie à dégueuler. Il y en a qui prétendent arrêter tout à fait de bouffer pour éviter ça. Moi qui vous cause, si je suis passé à côté, c'est hasard et circonstance. D'autres anciens muselés n'ouvrent même plus la bouche. Moi, je l'ouvre toute grande et je le mets sur les murs. Souffrir d'avoir souffert? Non. Si une fois la corde coupée, il reste un germe de vie, waouh! Quoi d'autre que filer à toutes jambes, assez loin du gibet et assez haut dans les collines pour jouir du prodige d'être encore au monde. Comme à l'accoutumée, je laisserai le mot de la fin à l'auteure elle-même avec ces deux courts passages de Stance à Sophie. Je voulais tout et je ne suis rien. Je ne sais pas ce que je suis. Je ne sais pas quoi faire de moi. Pour une seule chose, je suis doué peut-être, la vie. Mais c'est une activité déficitaire. Ça n'est pas coté sur le marché. Personne n'en veut. Je ne sais pas quoi faire de moi. Le temps, il y en a en abondance. L'important, c'est de savoir s'en servir. Le temps, il suffit de le prendre. On peut en prendre autant qu'on veut. Plus on en prend, plus il y en a. Il suffit de savoir vivre.